On est vraiment très heureuse d'avoir Valérie Capdevielle avec nous. Merci d'avoir fait le trajet jusqu'à Toulouse, où vous êtes professeure en psychologie du développement. Vous êtes aussi présidente de la Société française de psychologie, une association avec qui on a des liens étroits. Donc doublement, ça nous tient à cœur. Et vous êtes également membre du laboratoire de la psychologie de la socialisation, du développement et du travail. Voilà, il y a vraiment, moi je vous ai entendu à plusieurs reprises déjà, le travail que vous faites auprès, tout ce que vous menez comme expérience, notamment dans les centres de formation d'apprentis dont vous nous parlerez peut-être, justement ça fait écho aussi à ce que nous disait Philippe Lacadet et le pari de la conversation. Vous avez mis en place des groupes de parole dans les centres de formation d'apprentis dont vous allez nous parler. Et puis je crois que voilà, le mieux c'est de vous passer la parole tout de suite. Merci d'être là. Merci à vous. Oui, alors c'est toujours un peu délicat de parler en fin de congrès en dernier. Il faut que je vous donne envie de rester jusqu'au bout. Peut-être en vous disant quelle est mon intention dans un premier temps. Donc c'est vrai que je vais vous inviter à déplacer votre regard sur un autre secteur du système éducatif français qui est l'apprentissage. Pour vous présenter ce que nous y avons créé avec mon équipe. Mais mon intention est en fait, au travers de mon propos, de questionner, de vous faire en tout cas part de mon point de vue par rapport à une question qui a été posée ce matin, qui est de s'interroger sur ce qu'il en est de la spécificité finalement de l'intervention du psychologue dans le champ éducatif. Je crois que c'est finalement le véritable fil conducteur de mon propos d'aujourd'hui. Je vais y revenir. Alors, je souhaitais vraiment vous remercier pour cette invitation qui m'a intéressée à un double titre. D'abord, j'ai trouvé sa thématique particulièrement stimulante au regard de mes travaux, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mais surtout, en tant que présidente de la Société française de psychologie, ces moments sont rares, mais ils sont importants. Elle m'offre l'opportunité de souligner et de saluer l'action de la PsyEN au sein de notre société savante. La PsyEN est une organisation associée, membre de la SFP. Je pense que beaucoup d'entre vous sont de ce fait membres de la Société française de psychologie, puisque au moment où vous adhérez à la PsyEN, on vous propose éventuellement d'adhérer à la Société française de psychologie. Donc vraiment, l'occasion m'est donnée de remercier les représentantes et les représentants de la PsyEN qui travaillent avec nous et qui sont vraiment très investis dans les activités de la Société française de psychologie. Voilà, j'ai pris mes fonctions récemment et j'ai pris la mesure de l'importance de leur travail depuis le mois de novembre dernier, date de mon élection. Leur action est importante parce qu'elle nous permet de prendre en compte dans nos réflexions le point de vue des psychologues de l'éducation qui sont quand même fortement représentés dans notre société savante. Alors vous ne l'ignorez pas, la Société française de psychologie, c'est une société qui a été fondée par Pierre Janet en 1901. Ses missions sont de contribuer à la constitution des savoirs fondamentaux et appliqués en psychologie, à promouvoir la psychologie scientifique dans sa diversité, à favoriser son application et sa diffusion dans tous les domaines de la vie sociale. La Société française de psychologie publie 2 revues, Pratique psychologique et Psychologie française, et surtout, je crois que c'est son ADN, elle favorise la rencontre entre chercheurs et praticiens au travers de son congrès, de ses journées d'études ou encore de ses enquêtes. À ce propos, j'attire votre attention sur l'enquête actuellement en cours. Qu'est-ce que la clinique en psychologie aujourd'hui, à laquelle je vous invite à répondre, que vous trouverez sur notre site, qui est assez emblématique de ce que nous essayons de faire à la SFP, c'est-à-dire favoriser la rencontre entre les sous-disciplines de la psychologie pour finalement, dans ce moment particulier, je crois que vous avez dû l'évoquer dans vos assemblées générales, enfin à d'autres moments du congrès, où notre profession est extrêmement disqualifiée, méprisée,
Et je crois que dans le travail qui peut être le nôtre et qui peut nous rassembler, finalement, en effet, on peut dénoncer la façon dont nous sommes, en quelque sorte, je ne sais pas comment dire, disqualifiés dans le champ social par rapport à d'autres professionnels de l'humain. Mais je crois que c'est très important pour nous, finalement, de nous engager dans un travail de formalisation de ce que nous faisons. C'est-à-dire de ce que nous faisons que les autres ne font pas, et finalement, quelle est l'originalité de notre intervention par rapport à l'ensemble, finalement, des métiers de l'humain et des autres professionnels susceptibles d'accompagner les élèves. Voilà. Donc ce travail de la SFP, il s'incarne au travers de cette enquête, il s'incarnera dans le prochain congrès qui aura lieu à Nantes au mois de décembre sur le thème adaptation, variabilité et transformation en psychologie. Et j'ajouterai que nous allons aussi lancer une série de webinaires en 2026 que nous avons appelé la clinique dans tous ses états, où il s'agira pour nous d'interroger cette question dans différents champs comme le travail, la précarité, le handicap ou le numérique, pour citer les premiers webinaires qui vont avoir lieu. Donc voilà, ils seront accessibles pour vous qui êtes membre de la SFP. Alors, peut-être pour en venir, ne pas être trop longue, je vous invite à consulter le site de la SFP pour, si vous avez envie d'en savoir plus, mais peut-être que je vais vous dire à quel point le thème choisi pour ce colloque m'a beaucoup intéressée, parce que finalement, je crois que vous nous avez proposé une réflexion qui peut nous permettre, je crois, conjointement, enseignants, chercheurs et praticiens, de construire des repères qui nous permettent d'envisager une alternative au mouvement de médicalisation de l'existence dont vous avez beaucoup parlé, je crois, dans ce congrès, pour reprendre les termes de Roland Gori, qui tend aujourd'hui à emporter tout sur son passage. Finalement, quelles sont les alternatives que nous serions en mesure de proposer? Désir d'école, le pari du lien. Le titre et l'argument de votre congrès posent la question du désir dans le développement psychologique et social des adolescentes et adolescents. Elle serait peu abordée dans l'école, écrivez-vous. Je dois dire que je ne peux que souscrire, à partir de mes travaux, à cette affirmation, travaux qui portent sur les conditions de travail et formation, la socialisation et le rapport au savoir des élèves de la formation professionnelle initiale. Donc je travaille avec des apprentis, des lycéens pro. Et en effet, en OFA, en lycée professionnel, nous sommes... Force est de constater que la figure de l'adolescente disparaît derrière celle du travailleur. Je crois qu'aujourd'hui, le monde de la formation professionnelle se caractérise avant tout par une forte injonction faite aux élèves à se conformer aux exigences du monde du travail. Je pourrais vous renvoyer à nos travaux sur la fonction subjective des conditions de transgression, des conduites de transgression à lycée professionnel, qui témoignent parfaitement de la façon dont ces jeunes nous expliquent que pour eux, garder le survêtement sous le pantalon ou mettre la casquette systématiquement, bien que ça soit interdit, c'est une façon de signifier qu'ils ont 15 ans, qu'ils sont des adolescents et qu'ils ont envie qu'on les laisse vivre leur jeunesse dans des lieux où ils sont un peu plus protégés que dans le monde du travail, qu'ils rencontrent de manière beaucoup plus précoce que leurs homologues de l'enseignement général. Je ne parlerai pas de cet aspect-là, mais c'est quelque chose qui est important à repérer. Un autre point qui attire l'attention dans l'argumentaire relatif à votre congrès concerne la manière dont vous vous interrogez sur l'efficace, en l'occurrence l'inefficacité, de ce qui est proposé par l'école. Qu'est-ce qui ne marche pas, écrivez-vous dans votre argumentaire? Cela me semble en effet une question cruciale à laquelle vous nous invitez à répondre en proposant éventuellement une formalisation de ce qui pourrait être l'apport du psychologue en la matière.
Comment penser l'efficace de la contribution des psychologues? Je m'appuie pour ma part sur l'approche de la psychologie sociale du développement et le modèle de l'interstructuration du sujet et des institutions proposé par Malraux pour formaliser cette question. Quelques collègues philosophes considèrent que cette orientation, qui s'inscrit dans une filiation à ce qu'on pourrait appeler la psychologie historique, constitue une troisième voie dans le champ de la psychologie. En ce qui me concerne, cette option épistémologique me permet de soutenir l'importance de ce que j'appelle une éthique de l'indétermination, qui fait le pari de la rencontre et nous donne des outils conceptuels pertinents pour comprendre ce que Malraux appelle et qu'il qualifiait comme étant l'objet par excellence de l'intervention du psychologue, le déterminisme de l'invention. J'y reviendrai. Donc il s'agit pour moi de promouvoir une approche globale et complexe de la situation de chaque élève. Et si j'en reviens à l'argumentaire de votre congrès, finalement, il s'agit pour nous ici d'interroger le désir d'école, mais en définitive, de quel désir parle-t-on? Votre argument précise comment l'élève qui est aussi une adolescente et un adolescent, un sujet, peut être soutenu dans ce passage délicat du désiré au désirant. Comment famille, équipe éducative et psy-EN peuvent-ils ensemble soutenir le désir de l'élève d'apprendre et de venir à l'école? Il s'agirait donc, comme vous l'écrivez, d'intervenir pour soutenir le désir d'apprendre des élèves et le désir de venir à l'école. Je me suis posé la question de savoir si dans cette manière de formuler les choses, il y avait avant même toute intervention, une espèce de négation de ce qu'est précisément la dynamique du désir adolescent. Que des parents, des enseignants soutiennent finalement un objet cause du désir, désignent un objet cause du désir du côté du savoir et de l'école, sans doute sont-ils dans leur rôle. Mais que le psychologue s'inscrive dans cette série-là et finalement désigne l'objet à atteindre, peut-être y a-t-il là un point à interroger. J'y reviendrai parce que je crois que ce que nous avons mis en place dans les établissements tente précisément d'échapper à cet écueil. Ce qui se joue à cet âge de la vie est absolument crucial. Essayons de nous mettre un instant à l'école de l'adolescent. Il importe de ne pas sous-estimer l'apport essentiel de cet âge à la formation de la personne. L'adolescence consiste en ce temps où le sujet entre dans l'histoire. La question qui se pose à nous, à partir de là, c'est de se poser la question de savoir comment les adultes qui entourent cet adolescent, comment l'école, en fait, accompagne ce processus qui doit permettre à ces adolescents qui, finalement, quittent l'enfance de s'inscrire dans un processus dans lequel il s'agit pour eux de participer à la production des instruments techniques et symboliques qui font les sociétés humaines. Je crois que là, il y a quand même un point de repère particulièrement intéressant quand on se pose la question de l'intervention du psychologue de l'éducation. En effet, le rapport aux autres, aux institutions et aux œuvres occupe une place majeure dans la construction de la personne. Elles sont les courroies de transmission de la construction de l'identité. Les rencontres avec l'autre, les institutions et les œuvres permettent à l'adolescent de se construire et de modeler un portrait de lui-même d'après des idéaux successifs. Au travers de ses propres expériences, l'adolescent juge les modèles qui lui sont fournis et prend position. Il superpose à ces systèmes de valeurs une tentative de mise en forme, la recherche d'une cohérence qui est souvent plus apparente que réelle, mais qui a l'avantage de lui indiquer un idéal de soi. Même s'il est provisoire, même s'il n'inspire pas vraiment ses actes, cet idéal garantit à l'adolescent qu'il va pouvoir,
adulte, intervenir activement dans l'évolution de la société, parvenir à la socialisation responsable. Il est la condition de l'aspiration au dépassement. Devenu plus conscient de la portée et du sens de ses désirs, d'indépendance et de dépassement de soi, on voit apparaître chez l'adolescent la construction d'un moi autonome. Il doit désormais choisir ou combiner les différentes influences au lieu de se laisser agir par elles. Ça, c'est quand même un point crucial qui différencie l'enfant de l'adolescence. L'adolescence, c'est ce moment où il s'agit pour le sujet de prendre la portée, la mesure de la portée de ses désirs, de ses actes. Et c'est un exercice, en écho sans aucun doute à ce qu'a dit Philippe Lacadet, qui est loin d'être facile. Donc il s'agit à l'adolescence de rendre compatible la pluralité de ce que l'adolescent rencontre, de ce dans quoi il baigne, et qui sont pluralité de normes, de valeurs, de significations, qui sont multiples et parfois opposées. L'adolescence est la prise de conscience et de dépassement de cette aliénation des personnages juxtaposés, écrit Philippe Marieux. La particularité, c'est que si l'adulte est plus habitué à vivre en contradiction avec lui-même et finit par accepter ses oppositions et ses conflits, l'adolescent tend à protester. Donc, c'est dans cette capacité à négocier la réalité sociale que se forge la construction identitaire du sujet. La personnalisation implique de passer à travers des luttes contre les clivages, les aliénations, les impuissances et les crises. Elle se définit par deux comportements essentiels. Le premier est l'objectivation de soi. Il s'agit de situer ses actes par rapport à ceux des autres et de les situer les uns par rapport aux autres dans une perspective temporelle, se voir du dehors comme les autres le voient et sonder son cœur, faire la balance du bon et du mauvais, du durable et du périssable. Le second comportement est l'affirmation de soi, refuser l'humiliation d'être traité comme un enfant, souligner l'originalité de ses conduites, de ses idées, garder pour soi ses pensées, dût-on rester incompris. Si j'en reviens à votre argument de tout à l'heure, on repère dans cette dialectique que j'ai essayé de formaliser rapidement que peut-être tous les professionnels n'ont-ils pas à avoir la même place, hein, à savoir que, je crois que c'est Philippe Lacadet, je ne sais pas s'il est parti, mais qui qualifie la clinique de l'adolescence d'une clinique de l'idéal du moi. Ce qu'on repère dans ce qui se joue à l'adolescence, c'est à la fois la nécessité de pouvoir rencontrer des autrui qui est capable de se prêter à des mouvements d'identification et d'opposition, des autrui qui finalement désignent quelque chose depuis quoi on peut se voir, mais aussi des autrui, peut-être le psychologue, qui sont capables d'accueillir chacun dans sa particularité sans jamais finalement se préoccuper d'autre chose que de faire une place à ce qui fait sa particularité. Ces éléments théoriques sont véritablement au fondement de ma manière de travailler en CFA et nous amènent à questionner, je crois, beaucoup plus que ce qu'il en est finalement du désir de l'adolescent, à questionner, ça serait un peu ma proposition, parce que finalement, à ne regarder que du côté de l'adolescent et à ne pas se poser la question de la manière dont on les regarde, de la façon dont ils sont, comment dirais-je, vus dans nos établissements scolaires, dans le champ social, est-ce que finalement on ne prend pas le risque de créer une situation où ils n'ont pas d'autre solution que de s'exclure d'eux-mêmes pour exister de ce que l'école ou d'autres lieux leur proposent.
Alors, cette question de la reconnaissance par l'autre, hein, de ce processus finalement qui suppose d'être vu par l'autre pour pouvoir se construire soi-même à partir de la diversité des possibles, de la diversité des regards, de la diversité des discours, c'est un point qui me semble absolument crucial et c'est un point qui permet aussi d'éclairer la question du décrochage scolaire. J'ai beaucoup travaillé sur les ruptures de contrat d'apprentissage et les abandons de formation dans l'apprentissage, avec des méthodologies classiques, hein, quantitatives, qualitatives. Je dirais que, pour les résumer rapidement, le principal acquis de ces travaux, c'est d'abord d'avoir montré qu'il n'existait pas de profil d'apprenti à risque de rupture de contrat d'apprentissage. Mes travaux ont été beaucoup soutenus par la Chambre des métiers ou d'autres organisations en charge du développement de l'apprentissage dans notre pays, qui sont venus vers moi avec cette idée, on va travailler avec des chercheurs pour essayer d'identifier les profils à risque de rupture, à risque d'abandon. On est parti de cette affirmation-là. On a démontré que finalement, quelles que soient les compétences, quelle que soit la structuration du projet professionnel, quelles que soient les pratiques de formation mises en œuvre dans les entreprises, quelle que soit la manière dont on a été recruté, tous les apprentis ont la même probabilité de rompre un contrat d'apprentissage. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, mais c'est un phénomène absolument massif, hein. Depuis que ces taux se mesurent, ils sont à 25% sur un plan national, avec des filières où ça peut aller jusqu'à 60%. Donc, c'est un phénomène qui préoccupe beaucoup les pouvoirs publics, hein, dans ce contexte un peu de plébiscite aujourd'hui de l'alternance et surtout de financement des OFA au nombre d'apprentis qui terminent leur formation. Donc, c'est un phénomène qui inquiète énormément. Donc, tous les apprentis sont à risque de rupture. Ça, c'est un acquis de notre travail. La question de l'abandon de formation dans l'apprentissage est un phénomène très complexe. On peut trouver des raisons objectives qui peuvent conduire à ces ruptures. Pour autant, il y a un travail, il y a quand même un petit dénominateur commun à toutes les situations de rupture, qui est l'absence finalement au travers de la rencontre avec le maître d'apprentissage, de la mise en place d'un processus de reconnaissance réciproque de l'un par rapport à l'autre. Alors, je ne vais pas déployer tous les résultats qui nous ont permis de montrer à quel point ce qui est en jeu dans la jeunesse d'une rupture, c'est finalement la possibilité pour un jeune de travailler avec un maître d'apprentissage capable de reconnaître la valeur de ce qu'il vit, parce que l'enjeu est là. Mais pour autant, il y a quelque chose d'absolument crucial qui nous permet de rompre un peu avec les façons habituelles de voir les phénomènes du décrochage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre complètement le jeune en cause lui tout seul. Le maître d'apprentissage n'est pas forcément non plus lui-même en cause, mais il y a vraiment quelque chose là de ce processus qui fait que finalement un adulte peut avoir sans doute un rôle du côté de la transmission des savoirs, mais avant tout doit pouvoir se prêter à ce jeu d'identification, d'opposition qui participe de la construction identitaire à l'adolescence. C'est un point absolument crucial qui s'incarne même dans les volets quantitatifs, même dans nos questionnaires. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est très intéressant de voir, c'est que lorsque les maîtres d'apprentissage qui ont des ruptures de contrat parlent de leurs apprentis, et généralement, ils parlent du gosse, de l'apprenti. Ils ne désignent jamais un jeune en particulier, ce qui n'est pas le cas des maîtres d'apprentissage qui n'ont jamais de rupture et qui vous parlent de Pierre, qui a rencontré telle ou telle difficulté. Enfin, cette question de la reconnaissance est absolument très importante. Donc, il y a quelques années, à partir de ces travaux de recherche qui ont amené finalement à détourner le regard des caractéristiques, des compétences des jeunes à finalement, ce qui est mis en place dans les entreprises, dans les CFA,
un certain nombre d'acteurs du monde apprenti sont venus me voir en me disant « on a tout essayé, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer ?» Et moi, j'ai fait le pari de proposer de mettre en place des groupes de parole en CFA. Je peux vous dire que je travaille dans le bâtiment et les travaux publics, c'était loin d'être évident, mais mes interlocuteurs ont eu le courage, de la confiance et de faire ce pari-là. Et donc, nous travaillons depuis 8 ans. Donc, je travaille avec une équipe mobile de psychologues, de jeunes psychologues qui interviennent dans les établissements. Il y faut tout le poids de l'université pour imposer un dispositif tel que nous l'avons mis en place. Avant de vous parler des groupes de parole, ce que je voudrais vous dire, c'est que le dispositif que nous avons mis en place ne peut se contenter de la mise en place de ces groupes de parole. Si vous prenez au sérieux ce que j'ai essayé de déployer autour de cette dynamique caractéristique de l'adolescence, qui suppose finalement que des adolescents puissent se construire à partir de ce point d'où les adultes leur disent, les voient en quelque sorte, on ne peut pas intervenir sans mettre en place un travail avec les équipes. Donc en fait, le dispositif que nous avons créé en CFA se déploie sur 2 points. Nous faisons des groupes de professionnalisation avec les formateurs de CFA et des groupes de parole avec les apprentis. Et de la même façon, il y a dans tous les CFA un professionnel relais avec lequel les psychologues qui interviennent ont une relation privilégiée qui leur permet, à partir de la question du secret professionnel, de, en quelque sorte, pouvoir échanger, s'alerter réciproquement. Quand on parle des ruptures de contrat d'apprentissage, de l'abandon de formation dans le champ de l'apprentissage, c'est une des questions complexes qui touchent aussi à des sujets tabous, la question des conditions de travail, la question de la santé des apprentis. Donc ce qui est très très intéressant à partir de cette double intervention, c'est de contribuer à modifier le regard qui est porté sur la situation des apprentis de la part des formateurs. C'est-à-dire d'amener les formateurs à véritablement prendre en compte la question adolescente et surtout la globalité de la situation des apprentis. Donc, si je vous dis un mot des groupes de parole, peut-être que ça vous intéresse de voir comment on déploie. Donc, vous savez qu'on est dans le cadre de l'alternance. Les apprentis viennent au CFA 1 fois par semaine. Les groupes de parole donc, ont lieu à chaque regroupement. Ils ont lieu généralement en début de semaine. Ce sont des petits groupes de 8 apprentis au maximum qui rencontrent le psychologue sur un créneau d'1 heure et qui sont invités finalement à s'emparer de cet espace comme ils le souhaitent. Ce qui est très important de repérer dans ce qui se passe dans ces groupes de parole, c'est la position éthique du psychologue. C'est-à-dire que nous sommes là à partir d'une commande et tout l'art du psychologue dans la mise en œuvre de ce dispositif, c'est véritablement de faire un pas de côté et d'ouvrir un espace où on n'attend rien. Voilà. Où il s'agit d'offrir la possibilité à ces jeunes, comme je souscris vraiment à ce qu'a dit Philippe Lacadé tout à l'heure, il s'agit de permettre à ces jeunes de s'emparer de leur langue, d'explorer ce que permet la parole. Et donc, c'est vraiment des lieux de conversation où finalement, chacun peut mettre en mots son expérience, ce qu'il vit au travail, ce qu'il vit dans l'établissement. Et finalement,
au travers de ce groupe de parole, c'est quelque chose qui fait un peu du CFA un lieu de vie, un lieu où la vie n'est pas séparée de ce que l'on fait à l'école ou dans l'établissement. Du point de vue des contenus des groupes de parole, les thèmes sont toujours les mêmes, hein. La question du métier, de l'entreprise, du CFA, le statut d'apprenti, ce qu'on a vécu antérieurement au collège, à l'école primaire, le rapport à la société, la religion. En fait, ces groupes de parole, ils fonctionnent à partir des matériaux amenés par les adolescents. Et ils n'ont pas d'autre finalité que de permettre à chacun de venir avec ce qu'il est, ce qu'il pense, et éventuellement de ne rien dire. Que permettent ces groupes de parole? Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que ces groupes de parole ont des effets, mais ces effets, ils n'ont pas été attendus, ils n'ont pas été prévus. Ils sont construits dans l'après-coup et ils ne sont absolument pas recherchés dans la façon qu'ont les psychologues de travailler dans le cadre de ces groupes de parole. Je dirais que les groupes de parole tels qu'ils se déploient actuellement ont 3 fonctions. Ils apportent un soutien à la construction d'une identité socio-professionnelle. Ils deviennent des espaces de reconnaissance de soi. Et surtout, ils sont vecteurs de la construction d'un sentiment d'appartenance des apprentis à une communauté valorisante. Je crois que ce qui est important de souligner, c'est que quand on travaille dans l'apprentissage, la question de l'entreprise, du travail est au premier plan. Vous avez repéré que l'entrée qui est la mienne est celle de l'adolescence. Ce qui ne va absolument pas de soi. Si vous regardez l'état de l'art autour des recherches qui portent sur ce secteur du système éducatif, sont principalement des collègues sociologues, des psychologues du travail, où la question de l'apprentissage aussi, par alternance, est très travaillée. L'entrée qui est la mienne, c'est celle de l'adolescence, et notamment en me posant la question de la manière dont ce qui se passe à l'école, des conflictualités susceptibles d'être créées par l'école, participent de la construction de la personne. Et quand on travaille en lycée pro ou en CFA, la question de la disqualification, de l'humiliation est au premier plan. Donc, ce sont des élèves qui, sur le plan social, ont des marges de manœuvre réduites d'un certain point de vue, sont pris dans des rapports de domination exacerbés et encore plus dans le champ de l'entreprise. C'est un vrai risque sur le plan éthique que d'ouvrir des espaces de parole finalement où cette question de la disqualification occupe comment dirais-je, en tout cas, participe de la façon dont ces jeunes se construisent et vivent, hein. Donc, ça demande beaucoup de vigilance de la part des psychologues que de permettre que finalement, la façon dont ces jeunes donnent sens à leur expérience crée les conditions de nouveau possibles pour ces jeunes-là. Je vais leur donner un peu la parole pour vous montrer ce qu'ils disent de l'expérience des groupes de parole qui est la leur. Donc, si je prends le groupe de parole comme soutien à la construction d'une identité socio-professionnelle, c'est vrai que pour la majorité des apprentis qui participent à ces groupes de parole, ils disent avoir énormément apprécié. Et en particulier, ce qu'ils apprécient, c'est le groupe. On peut parler de tout. Ça nous aide, et si on a des questions, ici on peut en parler. Ça fait du bien de partager avec les gens. C'est bien aussi pour qu'eux nous parlent de leurs problèmes. Ça fait un changement. On ne parle jamais d'entreprise quand on est tout seul, quand on est entre nous et même avec les profs. Là, on peut, et c'est intéressant en fait de partager nos expériences. Donc c'est vraiment un espace qui permet des apprentissages liés au métier, éveille la confiance en soi et finalement, à partir d'une mutualisation souvent des expériences,
parfois donne envie d'apprendre davantage. J'ai aimé qu'on puisse parler de nos entreprises. Ça te fait apprendre des trucs. C'est bien pour découvrir comment les autres ils vivent dans leur entreprise et prendre l'exemple. Donc, on voit comment dans cette construction finalement d'une expérience dont ils n'ont jamais l'occasion de parler, on voit comment ils trouvent des ressources et comment finalement ils arrivent à oser parler à leur maître d'apprentissage, parler à leur formateur. Ça m'a aidé à rester en formation. C'est soutenant en fait. Moi, ça m'a servi, c'est clair. En entreprise, comme je vous disais, ça m'a permis de parler à mon patron et là, ça va vraiment mieux. Il y a beaucoup d'apprentis qui subissent leur apprentissage. Peut-être qu'ils auront des questions. Ce que je veux souligner ici, c'est à quel point la dimension inédite de cet espace, finalement, a des effets sur l'ensemble de ce qui se passe au CFA. C'est le moment qu'on attend dans la semaine, pour de vrai. Moi, je suis contente quand je suis ici, je suis bien. Alors, pas forcément ailleurs dans les cours. Juste passer un bon moment aussi au CFA, c'est déjà beaucoup. Donc, la question du mal-être au CFA, par exemple, ça inquiète beaucoup nos partenaires. Mais qu'est-ce qui se dit dans ces groupes de parole? Il y a toujours cette imagination que le groupe de parole devienne le lieu de la plainte, loin de là. C'est vraiment un lieu où se pose la question de, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont nos marges de manœuvre, et l'occasion, finalement, d'une prise de conscience de ce qui se passe. Donc, le groupe de parole comme espace de reconnaissance de soi, vous me cassez les couilles, ils te disent quand tu vas à l'accueil. Ou tu attends tellement longtemps que tu laisses tomber et tu trouves l'information par toi-même. Le prof, il dit, fais comme tu veux, mais il ne nous accompagne pas. Moi, mon patron, s'il me dit bonjour, c'est beaucoup. Les ouvriers me prennent de haut, les remarques, c'est sans arrêt. Cette question de l'humiliation, de la disqualification, qui est vraiment au cœur des abandons de formation et qui va s'incarner pour beaucoup d'apprentis, et ça vaut pour les lycéens pro, qui va s'incarner le jeune à qui on ne dit jamais bonjour, jusqu'à le jeune qu'on insulte. Enfin, cette thématique, elle est très importante à pouvoir être un peu parlée. Finalement, on voit comment les apprentis sont en attente d'adultes sur lesquels s'appuyer, auxquels adresser leurs demandes et leurs besoins. Et ce qui est très important de repérer, c'est qu'en définitive, ils ont du mal à repérer quels sont les interlocuteurs possibles. Et donc, on voit là tout l'intérêt des groupes de parole et du maillage qui est fait avec les équipes de formateurs, puisqu'un psychologue extérieur à l'établissement, un tiers inclus, qui finalement ouvre un espace où la parole, elle s'expérimente du côté d'une parole vraie, d'une parole particulière, et qui en même temps crée des conditions qui font qu'il devient possible de s'appuyer sur le CFA pour régler énormément de problèmes qui ne sont pas toujours des problèmes psy, qui sont la question des conditions de travail, le jeune qui dort dans sa voiture pour venir au CFA la semaine de regroupement, le jeune qui n'est pas véhiculé. Enfin, vous voyez, je crois que ça interroge quand même que dans nos établissements scolaires, un certain nombre de ces réalités-là ne se parlent plus et ne soient plus prises en compte parce qu'elles disparaissent finalement derrière ce que ces jeunes donnent souvent à voir du côté de la transgression ou d'une difficulté à se conformer à ce qu'on attend d'eux. C'est bien qu'on ait eu chacun un temps de parole. J'ai aimé ça, les tours de parole, moi. Tout le monde s'écoute, c'est rare ça. Tu peux parler avec les autres qui t'écoutent. Vous nous écoutez vraiment. Donc l'aspect libre et sans tabou et sans exigence de ces groupes de parole est quelque chose qui est crucial. Vous nous avez fait ressentir rapidement qu'il n'y avait pas de tabou, qu'on pouvait parler de tout. Ça m'a plus que plu. On passe de très bons moments ensemble à discuter de tout. C'est utile, c'est important.
Je vous ai, sur le site du congrès, vous avez un film de présentation où on voit un apprenti qui dit c'est bien, notre psychologue, elle nous permet de parler de sujets qui sont bien pour les jeunes. Voilà, je crois que ça a dit les choses de manière très claire. Le groupe de parole aussi comme à l'origine d'un sentiment d'appartenance des apprentis à une communauté valorisante, ça c'est un point très très important. On a appris beaucoup de choses sur les autres et ça c'est super d'apprendre sur les collègues. Apprendre des vraies choses parce que nous quand on est ensemble on rigole plus qu'autre chose. On ne va pas tout le temps se parler des choses qu'on vit ou de nos problèmes. Et donc il y a dans ces groupes de parole aussi une vraie prise de conscience de la situation des autres et beaucoup d'entraide entre les apprentis qui se créent dans ces groupes de parole. Ça renforce le lien avec les autres. Au début, on venait en cours et après, chacun prenait sa route. Là, on fait plein de choses ensemble. Sur la vie de notre groupe, ça resserre les liens, ça permet de mieux connaître les collègues, de se rapprocher d'eux. Moi, perso, j'ai personne avec qui communiquer comme ça. Je suis seule ici. Ça permet de connaître les gens sans les juger, de ne pas rester sur des a priori, de connaître le vécu des gens. Ça te fait mieux comprendre leur comportement. Bon, je ne sais pas si le temps court ou si j'ai encore un peu de temps. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse? Ça ne vous donne pas envie de partir trop vite? Alors bien sûr, ce n'est pas tout beau, tout rose, hein, la mise en place de ces groupes de parole. Hein. C'est des espaces qui existent comment dirais-je, de haute lutte. C'est des espaces auxquels tous les apprentis n'adhèrent pas. Et ça, c'est vraiment... Moi, je n'en ai pas besoin. C'est des choses qui sont tout à fait exprimées par les jeunes. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément de difficulté pour eux de les laisser prendre la place qu'ils ont envie de prendre. Ce que je pourrais peut-être souligner, c'est l'importance des échanges avec le professionnel relais du CFA. Donc, je vous ai dit, les groupes de parole ont lieu en début de regroupement, de manière à ce qu'en cas de difficultés majeures, notamment par rapport à ce qui se passe en entreprise, le personnel du CFA puisse intervenir, déclencher une visite en entreprise, solliciter un formateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'organisation du dispositif. Ces groupes de parole n'ont pas de raison d'être sans ce travail en articulation avec le personnel du CFA. L'enjeu, c'est vraiment de permettre à ces jeunes de se saisir finalement de ce que ce CFA dans lequel ils viennent une semaine par mois peut leur offrir. Donc vous l'avez compris, la posture du psychologue qui intervient dans ce type de dispositif, elle est clinique, mais elle n'est pas thérapeutique. Elle se manifeste d'abord par un soutien à une certaine éthique, être garant du cadre, de sa tenue, des paroles échangées, de leur confidentialité et d'un désir de favoriser le lien social. Donc, on est ici dans une intervention qui s'exprime en dehors de toute tentative de normalisation. Les apprentis peuvent apparaître aux psychologues sous des traits nouveaux par rapport à ce qu'ils peuvent donner à voir dans l'espace scolaire. Et bien que le psychologue doit sans aucun doute avoir une connaissance du CFA, de ce qui s'y passe, il est volontairement décalé pour endosser une fonction de tiers. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très important par rapport au type de cadre que l'on ouvre. Le monde de l'apprentissage n'a pas beaucoup l'habitude de travailler avec des psychologues, donc c'est une véritable révolution. Mais une révolution dont les formateurs témoignent à quel point elle peut être bénéfique pour eux, parce que finalement, ce que les collègues psychologues qui travaillent dans ces établissements réintroduisent, c'est la question de l'adolescence, c'est la question de la complexité psychique et c'est la question de la, de la nécessaire prise en compte d'une globalité de la situation des apprentis,
qui, dans ces espaces, sont quand même avant tout vus au prisme de leur capacité à se conformer ou pas aux exigences du monde du travail. Du coup, le point peut-être quand même qui me semble important à souligner, c'est à quel point, je l'ai dit tout à l'heure, mais on ne peut pas... ça nous est... comment dire, si cette articulation ne se fait pas avec les équipes de formateurs, il ne faut pas continuer à travailler. Voilà. Ça nous est arrivé d'arrêter l'intervention parce qu'il n'était pas possible d'articuler notre travail avec les formateurs de CFA. Parce que face aux situations rencontrées par les apprentis, le psychologue ne peut faire autrement que d'inviter l'apprenti à aller vers les interlocuteurs susceptibles de l'accompagner. Si l'établissement, si le CFA ne répond pas présent à un apprenti qui ose dire qu'il a un problème au travail, ça ne peut être qu'extrêmement contre-productif. Voilà. Donc la dimension éthique, elle est absolument cruciale dans ce type d'intervention, mais sous réserve de cette double entrée, il y a quand même quelque chose qui rend possible de permettre peut-être à ce que ces établissements deviennent des lieux de vie, au sens où quelque chose finalement d'une possible construction de soi à partir de ce qui se passe au travail, de ce qui se passe au CFA, et en quelque sorte facilité. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens extrêmement fort, notamment par rapport au métier de l'artisanat. Pour ces adolescents, faire œuvre au travers de l'apprentissage de leur métier, il y a de vrais points d'appui finalement, et peut-être une autre façon d'entrer dans la société qu'à partir de l'échec qui a été le leur sur le plan scolaire ou des places à laquelle ils peuvent être mises sur le plan social. C'est vraiment très très intéressant de voir comment finalement, quand on se pose la question du déterminisme de l'invention, comme je l'ai posé tout à l'heure, de repérer à quel point pour que le travail ait une fonction psychologique, pour que ce qui se passe à l'école ait une fonction psychologique, il faut que certaines conditions soient réunies. Et ça, c'est à nous, finalement, à nous poser la question de la façon dont nous arrivons à organiser ces conditions. Ce que montre cette expérience, c'est que ça ne demande pas autre chose que de créer dans l'espace scolaire des espaces pour penser, en fait. Voilà. Une enseignante me disait, mais vous dites il faut faire de l'école un lieu de vie, mais ça veut dire quoi? Pour moi, faire de l'école un lieu de vie, c'est finalement créer à l'école un espace pour penser, mais pas pour penser là où l'école a envie qu'on pense, pour penser ce qui est en train de nous arriver. La spécificité de l'intervention du psychologue, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut oser. Il faut oser. Le jour où je leur ai dit, écoutez, oui, on va faire des groupes de parole, j'y croyais pas moi-même. Voilà, je me suis dit... Pourtant, ça a eu un tel effet dans l'établissement que mes interlocuteurs poursuivent. Parce que finalement, ouvrir à cette dimension de la parole, ouvrir à la possibilité finalement de penser ce que l'on fait à l'école, dans l'entreprise, ça permet finalement de soutenir un désir d'aller plus loin, un désir de savoir, et on voit bien que ça passe par le pari du lien, pour reprendre le titre de votre intervention, mais un lien un peu particulier, c'est-à-dire un psychologue qui finalement fait un pas de côté et ne s'adresse pas à ces jeunes au prisme de ce qu'ils sont capables de faire ou pas, mais juste en leur offrant la possibilité de réfléchir à ce qui se passe pour eux. Voilà.
Donc, il me semble que là, il y a une spécificité de l'intervention du psychologue. Imaginez un monde où il ne serait jamais possible de rencontrer quelqu'un qui ne vous demande rien, qui ne mesure rien, qui n'évalue rien. Peut-être que les psychologues d'aujourd'hui ont à tenir bon pour garantir que ces espaces-là continuent à exister partout où ils interviennent. Voilà, peut-être que je terminerai sur ça pour discuter avec vous pour mon intervention d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être vous avez des questions? Certains voudraient intervenir? Alors, juste vous dire que j'ai mis en place des choses comme ça aussi en lycée pro. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. J'aimerais savoir comment ça a été présenté aux jeunes, ces groupes de parole, comment ils ont compris la chose pour qu'ils puissent s'en emparer. Alors, tout simplement, pour ces jeunes, il y a un effet de surprise. C'est-à-dire que c'est positionné dans leur emploi du temps, c'est obligatoire, et ils sont, comment dirais-je, ils s'attendent à avoir un cours. Mais ils s'attendent à avoir un cours, mais donc la première rencontre avec eux, c'est comme tout psychologue, expliquer dans quel cadre on est, le secret professionnel et finalement la possibilité de discuter de ce qui les intéresse ou pas. Enfin voilà, c'est une offre, c'est l'offre qui fait la demande. Donc c'est une offre au plus près de ce qu'est une offre clinique. Alors, selon les psychologues, certains leur laissent... il y a des choses autour du portable, en fait, des choses comme ça. Bon, mais ça... alors, peut-être ce que je ne vous ai pas dit qu'il faut que j'ajoute, c'est que parce qu'on est dans le monde de l'entreprise, on a nommé ce dispositif. Il s'appelle « Devenir pro » pour un CFA et des entreprises partenaires de leur apprenti. Je tiens beaucoup à partenaires de leur apprenti. Ça disparaît, ça devient très vite devenir pro. Vous avez bien compris que pour nous, on se fout complètement qu'ils deviennent professionnels ou pas. Hein. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais face au succès de ce dispositif qui est assez spectaculaire en matière de réduction des ruptures de contrat, dans certains CFA, 80% de ruptures de contrat en moins, en ne se préoccupant pas de cette question-là. Il fait l'objet d'une demande de déploiement au niveau national. Voilà. Du coup, je ne savais pas comment répondre parce que je travaille avec 5 psychologues et voilà, on est une petite équipe. Du coup, j'ai proposé de créer une formation. Donc, je vous le dis, en fait, nous sommes en train de créer à Toulouse 2 formations. Une à destination des personnels de CFA et une à destination de psychologues susceptibles d'intervenir en CFA, sachant que mes interlocuteurs ont prévu de financer les CFA qui voudraient mettre en place ces dispositifs dans le bâtiment et les travaux publics et de rendre cette formation obligatoire. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, on est en train de l'ouvrir à titre expérimental là, avant la fin du mois de décembre, et à partir du 1er janvier, au niveau de la formation continue de notre université, il y aura une formation proposée aux psychologues intéressés. L'idée, c'est de... Je suis vraiment curieuse de savoir ce que ça va faire. Mais l'idée, c'est de contribuer à l'embauche de psychologues en CF. Voilà. Voilà. Alors souvent vous me dites ah, j'aimerais faire ça. Eh bien, moi ce que j'ai envie de vous dire, faites-le. Oui.
Bonjour. J'avais une question. Vous avez parlé justement du lycée professionnel, où vous avez également, vous, peut-être votre équipe, donc mené des groupes de parole. Parce que vous avez aussi évoqué en fait la nécessité, à côté de ces groupes de parole offerts aux jeunes, de travailler en fait aussi avec les formateurs. Oui, oui, c'est ce que Donc, nous faisons. Voilà. Donc en lycée professionnel, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça se décline? Alors, Et en lycée professionnel, j'ai pas fait ça. Hein. Ah oui. Ouais. En lycée professionnel, j'ai fait un pilar où j'ai fait ça, mais pas avec ces objectifs-là. Un pilar, c'est le rectorat de Toulouse qui finance des dispositifs de formation continue, qui allie un chercheur universitaire et un formateur. Et sur la base d'une demande des établissements, on va dans les établissements. Donc il y a un financement pour ça. Bon, généralement, les collègues qui font des pilars sont beaucoup plus du côté de l'expertise. Moi, je ne veux pas travailler comme ça. Mais en CFA, ça ne va pas de soi de travailler avec les équipes parce que ça ne fait pas partie de l'ADN. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre et on n'avance pas à pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que, par exemple, les psychologues sont associés au conseil de classe qu'il peut y avoir et le regard du psychologue change considérablement. En fait, le principe, vous voyez que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me réclame de la psychologie sociale du développement, qui est donc une psychologie qui s'inscrit dans une filiation à Vallon, Meyerson, Malrieux? C'est parce que c'est un cadre conceptuel qui nous permet d'avoir les outils conceptuels pour penser la question du changement social, en fait. C'est-à-dire que je crois que psychologue, c'est un paradoxe. Aujourd'hui, nous devons faire attention à ce que, finalement, tout ne soit pas psychologisé et que le regard ne consiste pas uniquement à s'intéresser à l'élève, à ce qu'il donne à voir, dont vous avez mesuré à quel point tout ce qu'il donne à voir a valeur de solution. Parce que j'ai donné ces exemples-là à midi, mais qu'est-ce qui se passe dans ces groupes de parole? Un groupe de parole en lycée pro, animé par une étudiante de M2, des jeunes qui disent « Madame, il y a un tel qui est devant le lycée, il faut absolument qu'il vienne. Faites-le venir. » Téléphone, le gamin, il vient. Ce gamin, il allait passer en conseil de discipline. En fait, il partait de l'établissement tous les jours à 3h30 pour éviter de passer en rentrant chez lui devant une place où il y avait des dealers et d'être embauché, voire malmené. Bon, il a été exclu de l'établissement. Personne ne s'en était aperçu, ça ne s'est dit que dans les groupes de parole. Ce que j'essaye de vous dire à travers cet exemple-là, c'est à quel point il faut quand même que quelqu'un soit le garant d'une prise en compte du fait que ce qui se passe à l'école, ce qui se passe au travail ne peut avoir une fonction psychologique, c'est-à-dire être source d'un développement possible pour la personne concernée, que si certaines conditions sont réunies. Alors, ce n'est pas des conditions forcément objectives, mais c'est uniquement si on a la possibilité, finalement, d'en dire quelque chose au plus près de ce que l'on vit. Et ces espaces-là, il faut absolument qu'ils restent. Plus on les ferme dans les champs scolaires, plus on crée les conditions d'une transgression. Parce que qu'est-ce qu'ils attendent de nous, ces gamins? Un jeune me disait, les profs, on les testait au taquet, on dirait qu'ils n'ont jamais vécu. En fait, il y a quand même c'est ce que j'ai essayé, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans ma première partie théorique, qui est toujours un peu compliquée à restituer en conférence, mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Ils attendent de nous quand même qu'on s'offre avec des savoirs, parce ils savent qu'ils sont là pour ça, mais un savoir-y-faire avec la vie quand même, hein. Et ils nous attendent de là. Et donc, si il n'y a pas quand même quelque chose de ce côté, d'une réponse qui se construit de ce côté-là à l'école, ça devient compliqué de désirer se construire à l'école. Je pense à une jeune enseignante en début de carrière, 25 ans, qui fait 1m60 et qui enseigne à des électriciens qui font 2 mètres, qui en début de carrière n'emmène pas large et qui quand même a un élève qui ne vient plus qu'à ses cours à elle, maths, sciences.
il est absentéiste, il ne vient plus à aucun cours. Et elle n'a pas renoncé. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle le croise, elle lui dit « Moi, je t'attends, hein. Je t'attends dans mon cours. » Chaque fois, donc il ne vient plus qu'en cours avec elle. Et chaque fois qu'il est en cours, il lui pourrit la séance. Elle est obligée de l'exclure. Mais chaque fois qu'elle le voit, elle n'a pas renoncé. Exercice alerte attentat. Cette jeune enseignante qui se pose beaucoup de questions sur sa légitimité. Assez terrifiée de devoir gérer l'exercice, se mettre sous la table avec ses élèves de 2 mètres, engage la discussion sous la table avec ses élèves, et cet élève-là lui dit « Vous savez, madame, vous êtes grande, madame. » Elle fait 1m60. Et ce jour-là, cette enseignante, elle a compris qu'il lui disait, il lui reconnaissait un savoir-y-faire avec la vie, vous l'appelez comme vous voulez, une place. C'est-à-dire, c'est ça, rentrer dans l'histoire. Hein, c'est pouvoir quand même rencontrer des adultes qui vous permettent de commencer finalement à partir de ce que vous êtes, à pouvoir être vous-même à l'origine de la création de quelques instruments qui permettent de donner un sens à ce qu'on fait. Je ne sais pas si je suis claire dans mes propos, mais c'est des choses toutes simples. Hein. Vous êtes grande, madame. Les profs, on les testait au taquet, on dirait qu'ils n'ont jamais vécu. Ça, je trouve que c'est... Ou quand les jeunes, ils vous parlent de pourquoi ils fichent le bazar en lycée pro, hein. Il vous explique que c'est une façon de confère le bouquin de Prise Cacahuète qui était là sur la table, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. C'est ça qu'ils disent les jeunes, hein, c'est que face finalement à la complexité des rapports de domination dans lesquels ils sont pris, quelles sont leurs marges de manœuvre et finalement à quoi on a à faire attention. Ben, moi je fais souvent ça avec mes étudiants. De quel point est-ce que vous les regardez? De quel point est-ce que je les regarde? Comment est-ce que nous les regardons? Je peux vous dire, et vous le savez, dans vos entretiens, on en a parlé à midi, ben, ce dont ils vous parlent, c'est aussi de la manière dont les profs leur renvoient un discours extrêmement disqualifiant. Donc la question de la disqualification à l'école, je travaille beaucoup sur les effets que ça a, ça participe aussi de l'expérience de ce qu'est l'école pour beaucoup de ces élèves-là. Mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution et ils le savent. Ils le savent. Donc, cette idée de... aujourd'hui, quand même, quel est le meilleur lieu de formation des employés, des ouvriers de demain? Ça, c'est une question qui traverse tout notre système éducatif. Vous êtes bien placés pour le savoir. L'école, l'entreprise, les deux. Enfin, on voit bien les réformes actuelles. Il ne suffit pas de mettre un jeune dans une entreprise pour que les choses fonctionnent. Par contre, mettre un jeune dans une entreprise, quelquefois, ça peut être l'opportunité, non pas parce que c'est l'entreprise, mais parce que le jeune se prête finalement parce que le jeune rencontre un adulte dont il reconnaît que cet adulte, finalement, parce que c'est ça l'adolescence, c'est quitter les habits de l'enfance, remettre en question ce qui s'est passé dans la famille, sous réserve de trouver des adultes dont on estime qu'ils ont une place dans la société. C'est pas n'importe quel adulte qui peut permettre à un enfant, finalement, un adolescent, de s'appuyer sur ce qu'il propose pour y loger un désir qui lui appartient, qui n'est peut-être pas celui que vous avez envie, mais en tout cas, il faut en rencontrer des professionnels qui permettent à chacun de se loger là où ils le peuvent. Merci. Je crois qu'on va rester sur ces mots. Alors, j'ai la dure tâche de prendre la suite que je vais proposer. C'était pendant que je vais vous dire quelques mots, et en sachant qu'en plus, j'ai des petites choses un peu techniques à vous dire, eh bien, c'est de proposer à l'équipe des JNE de petit à petit venir se rassembler avec moi, et on va les applaudir au passage. Les filles, faites pas semblant de ne pas entendre, elles rangent déjà. Mais vous avez toutes mes collègues de Rennes. Voilà, Anne-Gaëlle. Voilà, je vais dire quelques mots. Je vais dire quelques mots et vous avez le temps de venir, mais voilà, tout doucement. Et aussi à une tierce personne,
Je vais laisser un suspense pour pas que vous sachiez qui c'est, mais j'espère qu'elle se reconnaît. Oui? Oui, voilà, elle se reconnaît. Alors, quelques mots. D'abord, merci d'avoir été là, merci d'être au rendez-vous. Par contre, on ne parlera pas de la soirée festive, parce que ce qui se passe à la soirée festive reste à la soirée festive. Je dois vous donner les résultats de l'élection. Officiellement, il y avait 184 votes exprimés, un bulletin nul. Et donc, Isabelle Frein rejoint le CA de la PsyEN avec 182 voix. Ève Goderniaud reprend pour 4 ans à la PsyEN avec 182 voix. Lionel Le Gruec reprend aussi pour 4 ans à la PsyEN avec 182 voix. Ma collègue et amie Florence Pagès, qui nous avait quittés, reprend pour 4 ans à la PsyEN avec 183 voix. Ada Ramoun, la brillante commissaire générale des JNE d'Arles, rejoint le CA avec 182 voix. Et Karine Terrade reprend un mandat de 4 ans à la PsyEN avec 182 voix. Pour les autres membres, étant donné que nous renouvelons notre CA par moitié tous les 2 ans, on vous demandera de revoter dans 2 ans. Suite à cette nouvelle élection au sein du CA, nous allons nous retrouver en conseil d'administration début novembre, normalement, et là, nous élirons un nouveau bureau, donc il y aura peut-être du changement. Alors, quelques mots quand même, ça fait du bien. Ça fait du bien, et hier soir, quand même, voilà, une collègue me disait, entre 2 pas et voilà, plein de choses, elle me disait, ça fait du bien de se sentir dans un corps. C'est joli, c'est joli. Mais elle a continué. Mais c'est pas comme ça, alors je suis pas sûre qu'elle l'ait dit entièrement comme ça, mais c'est pas comme ça tous les jours au CIO. Voilà. C'est pas tous les jours comme ça en équipe. Alors moi, j'ai envie de vous dire, là, on était 10% de la profession. Ouais, c'est pas mal. Si on est 10% là, à avoir ressenti quelque chose de cette appartenance, d'être dans un corps, eh bien, ces 10%, ils vont retourner, voilà, auprès de vos collègues, dans les CIO. En tout cas, on est ce corps. On est au moins 10%, au moins, puisque on est plutôt 10, 20, voilà, selon les années en tant qu'adhérent à la PsyEN. Et puis donc, si vos collègues ne se sentent pas appartenir à un corps, ou alors se sentent seuls dans ce corps, vous pouvez leur dire, il y a la PsyEN qui existe, il y a aussi d'autres organisations qui existent, syndicales, associatives, mais qu'en tout cas, il ne faut pas rester effectivement seul et qu'il y a des espaces pour trouver des réponses, ou en tout cas des possibilités de débat sur plein de questions professionnelles. Comme ça a été dit notamment ce matin par la présentation en clinique de l'activité, beaucoup de choses, c'est délétère si on les vit comme un problème personnel, alors qu'en fait, c'est des questions de métier et qu'il faut pouvoir en débattre. Sur ce, j'essaye de faire court, c'est dit. Je vous propose donc de vous projeter dans l'avenir et en même temps que l'espace, que les collègues des JNE de Rennes montent sur l'estrade, eh bien de donner la parole, sans plus de suspense, à Éléonore. Merci, bonjour à tous. Venez les collègues de Rennes. Alors, les JNE 2026. Alors, comme c'est la fin de la journée, on va faire ça sous forme de jeu avec quelques indices. Et j'espère que vous allez deviner où vous êtes attendus dans un an. Alors, déjà, nous sommes 2 équipes très motivées, 2 CIO. Pour l'année prochaine, à la frontière de 2 départements, donc
peut-être que certains sont dans la salle, peut-être que vous connaissez certains collègues. Ça vous donnera déjà quelques indices, peut-être de la région dans laquelle nous serons l'année prochaine. Des collègues, vous voyez, tout à fait souriants et détendus pour vous accueillir l'année prochaine. Nous sommes très compétents pour vous accueillir dans les meilleures conditions. La tireuse à bière est prête. Nous sommes très compétents en barbecue, puisque nous l'avons déjà expérimenté en juin dernier lors des journées régionales d'études. Nous avons plein d'idées en tête. Alors, beaucoup de choses à construire aussi, puisque en fait, ça fait 2 jours. Ça fait seulement depuis 2 jours que nous savons que nous allons vous accueillir l'année prochaine. Donc, voilà, on va passer les prochains mois à parler rétro-planning. Des maisons colorées, ça se précise un petit peu. Un marché de Noël célèbre. Ville natale de Frédéric Auguste Bartholdi, qui est sculpteur de la Statue de la Liberté. Alors, on va aller vers des termes un peu techniques. Vous allez vous exercer pour l'année prochaine. Donc, si vous avez envie de boire un Gewürz, si vous avez envie de manger une bretzel ou un petit morceau de Kuhglopp, où pourriez-vous vous rendre l'année prochaine? Destination Colmar. Merci. Voilà. Et là, vous voyez mes collègues. Donc, ce seront les CIO de Célestat, où je travaille, et le CIO de Colmar. Voilà, qui sont OK pour participer à cette aventure. Et donc là, j'ai écrit, parce que mes collègues de Célestat ne sont pas là au JNE avec moi, je leur ai écrit pour dire, vous êtes OK, vous êtes partants pour organiser ça avec moi. Et voilà leur réponse, ils ont déjà trouvé un QG à Colmar. Voilà, donc à l'année prochaine. Voilà, merci. Et on peut déjà vous annoncer qu'il y a aussi des pistes pour 2027, en sachant que 2027, eh bien, notre corps aura déjà 10 ans. On ne l'a pas vu grandir. Et pour terminer, donc, on va, je crois, un tonnerre d'applaudissements pour nos collègues de Rennes. Merci à vous. Je vais être aussi émue qu'au début des journées portées par un collectif. Je disais, c'est vraiment une aventure collective et le plaisir, mais il est tellement partagé de vous voir là tous encore ce soir. C'était un plaisir. Tout était un plaisir. C'est ce que je disais au début, ça a été fait, je dirais plutôt joyeusement en fait, très joyeusement même. Donc, à l'année prochaine. Oh là là, on fait une standing ovation. Bravo, 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 bravo. Alors, je vais me permettre, parce que vous n'avez pas l'air de vouloir partir, puis j'avais prévu ça quand même. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Tu vas me faire pleurer aussi. Il dit oui à ce qu'il aime. Alors, il dit non au professeur. Il est debout. On le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend. Et il efface tout. Les chiffres et les mots. Les dates et les noms. Les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître. Sous les huées des enfants prodiges. Avec des craies de toutes les couleurs. Sur le tableau noir du malheur. Il dessine le visage du bonheur. Bravo. À l'année prochaine. Oui, mais tout le monde doit savoir.
de dire qu'il a un problème au travail, ça ne peut être qu'extrêmement contre-productif. Voilà. Donc la dimension éthique, elle est absolument cruciale dans ce type d'intervention, mais sous réserve de cette double entrée, il y a quand même quelque chose qui rend possible de permettre peut-être à ce que ces établissements deviennent des lieux de vie, au sens où quelque chose finalement d'une possible construction de soi à partir de ce qui se passe au travail, de ce qui se passe au CFA, et en quelque sorte faciliter. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens extrêmement fort, notamment par rapport au métier de l'artisanat. Pour ces adolescents, faire œuvre au travers de l'apprentissage de leur métier, il y a de vrais points d'appui finalement, et peut-être une autre façon d'entrer dans la société qu'à partir de l'échec qui a été le leur sur le plan scolaire, ou des places à laquelle ils peuvent être mises sur le plan social. C'est vraiment très très intéressant de voir comment finalement, quand on se pose la question du déterminisme de l'invention, comme je la posais tout à l'heure, de repérer à quel point, pour que le travail ait une fonction psychologique, pour que ce qui se passe à l'école ait une fonction psychologique, il faut que certaines conditions soient réunies. Et ça, c'est à nous, finalement, à nous poser la question de la façon dont nous arrivons à organiser ces conditions. Ce que montre cette expérience, c'est que ça ne demande pas autre chose que de créer dans l'espace scolaire des espaces pour penser, en fait. Voilà. Une enseignante me disait, mais vous dites qu'il faut faire de l'école un lieu de vie, mais ça veut dire quoi? Pour moi, faire de l'école un lieu de vie, c'est finalement créer à l'école un espace pour penser, mais pas pour penser là où l'école a envie qu'on pense, pour penser ce qui est en train de nous arriver. La spécificité de l'intervention du psychologue, je ne sais pas ce que vous en pensez, il faut oser. Il faut oser. Le jour où je leur ai dit, écoutez, oui, on va faire des groupes de parole, j'y croyais pas moi-même. Voilà, je me suis dit, oui. Pourtant, ça a eu un tel effet dans l'établissement que mes interlocuteurs poursuivent. Parce que, finalement, ouvrir à cette dimension de la parole, ouvrir à la possibilité, finalement, de penser ce que l'on fait à l'école, dans l'entreprise, ben, ça permet finalement de soutenir un désir d'aller plus loin, un désir de savoir, et on voit bien que ça passe par le pari du lien, pour reprendre le titre de votre intervention, mais un lien un peu particulier, c'est-à-dire un psychologue qui finalement fait un pas de côté et ne s'adresse pas à ces jeunes au prisme de ce qu'ils sont capables de faire ou pas, mais juste en leur offrant la possibilité de réfléchir à ce qui se passe pour eux. Voilà. Donc je me sens que là, il y a une spécificité de l'intervention du psychologue. Imaginez un monde où il ne serait jamais possible de rencontrer quelqu'un qui ne vous demande rien, qui ne mesure rien, qui n'évalue rien. Peut-être que les psychologues d'aujourd'hui ont à tenir bon pour garantir que ces espaces-là continuent à exister partout où ils interviennent. Voilà. Peut-être que je terminerai sur ça pour discuter avec vous pour mon intervention d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être vous avez des questions? Certains voudraient intervenir? Alors, juste vous dire que j'ai mis en place des choses comme ça aussi en lycée pro.
Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. J'aimerais savoir comment ça a été présenté aux jeunes, ces groupes de parole, comment ils ont compris la chose pour qu'ils puissent s'en emparer. Alors, tout simplement, pour ces jeunes, il y a un effet de surprise. C'est-à-dire que c'est positionné dans leur emploi du temps, c'est obligatoire, et ils sont, comment dirais-je, ils s'attendent à avoir un cours. Ils s'attendent à avoir un cours, mais donc la première rencontre avec eux, c'est comme tout psychologue, expliquer dans quel cadre on est, le secret professionnel et finalement la possibilité de discuter de ce qui les intéresse ou pas. Enfin, voilà, c'est une offre, c'est l'offre qui fait la demande. Donc c'est une offre au plus près de ce qu'est une offre clinique. Alors selon les psychologues, certains leur laissent, il y a des choses autour du portable, des choses comme ça. Bon, mais ça, alors peut-être que je vous ai pas dit qu'il faut que j'ajoute, c'est que parce qu'on est dans le monde de l'entreprise, on a nommé ce dispositif. Il s'appelle Devenir Pro pour un CFA et des entreprises partenaires de leur apprenti. Je tiens beaucoup à partenaires de leur apprenti. Ça disparaît, ça devient très vite devenir pro. Vous avez bien compris que pour nous, on se fout complètement qu'ils deviennent professionnels ou pas. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais face au succès de ce dispositif qui est assez spectaculaire en matière de réduction de rupture de contrat, dans certains CFA, 80% de rupture de contrat en moins, en ne se préoccupant pas de cette question-là. Il fait l'objet d'une demande de déploiement au niveau national. Voilà. Du coup, je ne sais pas comment répondre parce que je travaille avec 5 psychologues et voilà, on est une petite équipe. Du coup, j'ai proposé de créer une formation. Donc, je vous le dis, en fait, nous sommes en train de créer à Toulouse 2 formations. Une à destination des personnels de CFA et une à destination de psychologues susceptibles d'intervenir en CFA. Sachant que mes interlocuteurs ont prévu de financer les CFA qui voudraient mettre en place ces dispositifs dans le bâtiment et les travaux publics et de rendre cette formation obligatoire. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, on est en train de l'ouvrir à titre expérimental avant la fin du mois de décembre et à partir du 1er janvier, au niveau de la formation continue de notre université, il y aura une formation proposée aux psychologues intéressés. L'idée, c'est de... Je suis vraiment curieuse de savoir ce que ça va faire. Mais l'idée, c'est de contribuer à l'embauche de psychologues en CEF. Alors souvent, vous me dites, ah, j'aimerais faire ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, faites-le. Oui. Bonjour. J'avais une question. Vous avez parlé justement du lycée professionnel. Vous avez également, vous, peut-être votre équipe, donc mené des groupes de parole. Est-ce que vous avez aussi évoqué en fait la nécessité, à côté de ces groupes de parole offerts aux jeunes, de travailler en fait aussi avec les formateurs? Oui, c'est ce que nous faisons. Voilà, donc en lycée professionnel, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça se décline? En lycée professionnel, j'ai pas fait ça. Hein. Ah oui. Ouais. En lycée professionnel, j'ai fait un pilar où j'ai fait ça, mais pas avec ces objectifs-là. Un pilar, c'est le rectorat de Toulouse qui finance des dispositifs de formation continue, qui allie un chercheur universitaire et un formateur. Et sur la base d'une demande des établissements, on va dans les établissements. Donc il y a un financement pour ça. Bon, généralement, les collègues qui font des pilars sont beaucoup plus du côté de l'expertise. Moi, je ne veux pas travailler comme ça.
Mais en CFA, ça ne va pas de soi de travailler avec les équipes, parce que ça ne fait pas partie de l'ADN donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre, et on n'avance pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que par exemple les psychologues sont associés au conseil de classe qu'il peut avoir, et le regard du psychologue change considérablement. En fait, le principe, vous voyez que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me réclame de la psychologie sociale du développement, qui est donc une psychologie qui s'inscrit dans une filiation à Vallon, Hierson, Madrieux? C'est parce que c'est un cadre conceptuel qui nous permet d'avoir les outils conceptuels pour penser la question du changement social, en fait. C'est-à-dire que je crois que psychologue, c'est un paradoxe. Aujourd'hui, nous devons faire attention à ce que finalement tout ne soit pas psychologisé, et que le regard ne consiste pas uniquement à s'intéresser à l'élève, à ce qu'il donne à voir, dont vous avez mesuré à quel point tout ce qu'il donne à voir a valeur de solution. Parce que j'ai donné ces exemples-là à midi, mais qu'est-ce qui se passe dans ces groupes de parole? Un groupe de parole à lycée pro, animé par une étudiante de M2, des jeunes qui disent « Madame, il y a un tel qui est devant le lycée, il faut absolument qu'il vienne, faites-le venir. » Téléphone, le gamin il vient. Ce gamin, il allait passer en conseil de discipline. En fait, il partait de l'établissement tous les jours à 3h30 pour éviter de passer en rentrant chez lui devant une place où il y avait des dealers et d'être embauché, voire malmené. Bon, il a été exclu de l'établissement. Personne ne s'en était aperçu, ça ne s'est dit que dans les groupes de parole. Ce que j'essaye de vous dire à travers cet exemple-là, c'est à quel point il faut quand même que quelqu'un soit le garant d'une prise en compte du fait que ce qui se passe à l'école, ce qui se passe au travail ne peut avoir une fonction psychologique, c'est-à-dire être source d'un développement possible pour la personne concernée, que si certaines conditions sont réunies. Alors ce n'est pas des conditions forcément objectives, mais uniquement si on a la possibilité finalement d'en dire quelque chose au plus près de ce que l'on vit. Et ces espaces-là, il faut absolument qu'ils restent. Plus on les ferme dans le champ scolaire, plus on crée les conditions d'une transgression. Parce que qu'est-ce qu'ils attendent de nous, ces gamins? Un jeune me disait, les profs, on les testait au taquet, on dirait qu'ils n'ont jamais vécu. En fait, il y a quand même ça, c'est ce que j'ai essayé, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans ma première partie théorique, qui est toujours un peu compliquée à restituer en conférence, mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Ils attendent de nous quand même qu'on s'offre avec des savoirs, parce qu'ils savent qu'ils sont là pour ça, mais un savoir-y-faire avec la vie quand même, hein. Et ils nous attendent de là. Et donc, si il n'y a pas quand même quelque chose de ce côté, d'une réponse qui se construit de ce côté-là à l'école, ça devient compliqué de désirer se construire à l'école. Je pense à une jeune enseignante en début de carrière, 25 ans, qui fait 1m60 et qui enseigne à des électriciens qui font 2 mètres, qui en début de carrière n'emmène pas l'âge et qui quand même a un élève qui ne vient plus classer pour elle, maths, sciences. Il est absentiste, il ne vient plus à aucun cours. Et elle n'a pas renoncé. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle le croise, elle lui dit « Moi, je t'attends, hein. Je t'attends dans mon cours. » Chaque fois, donc il ne vient plus qu'en cours avec elle. Et chaque fois qu'il a cours, il lui pourrit la séance. Elle est obligée de l'exclure. Mais chaque fois qu'elle le voit, elle n'a pas renoncé. Exercice alerte attentat. Cette jeune enseignante qui se pose beaucoup de questions sur sa légitimité, assez terrifiée de devoir gérer l'exercice, se mettre sous la table avec ses élèves de 2 mètres, engage la discussion sous la table avec ses élèves, et cet élève-là lui dit « Vous savez, madame, vous êtes grande, madame. » Elle fait 1m60. Et ce jour-là, cette enseignante, elle a compris qu'il lui disait, il lui reconnaissait un savoir-y-faire avec la vie, vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire c'est ça rentrer dans l'histoire, hein, c'est pouvoir quand même rencontrer des adultes qui vous permettent
finalement, à partir de ce que vous êtes, à pouvoir être vous-même à l'origine de la création de quelques instruments qui permettent de donner un sens à ce qu'on fait. Je ne sais pas si je suis claire dans mes propos, mais c'est des choses toutes simples. Hein. Vous êtes grande, madame. Les profs, on les testait au taquet. On dirait qu'ils n'ont jamais vécu. Ça, je trouve que c'est... Ou quand les jeunes, ils vous parlent de pourquoi ils fichent le bazar en lycée pro. Hein. Ils vous expliquent que c'est une façon de... Comme faire le week-end de prise cacahuète qui était là sur la table avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. C'est ça qu'ils disent les jeunes. Hein. C'est que face finalement à la complexité des rapports de domination dans lesquels ils sont pris, quelles sont leurs marges de manœuvre et finalement à quoi on a à faire attention. Moi je fais souvent ça avec mes étudiants. De quel point est-ce que vous les regardez? De quel point est-ce que je les regarde? Comment est-ce que nous les regardons? Je peux vous dire, et vous le savez, dans vos entretiens, on en a parlé à midi, ce dont ils vous parlent, c'est aussi de la manière dont les profs leur envoient un discours extrêmement disqualifiant. Donc la question de la disqualification à l'école, je travaille beaucoup sur les effets que ça a, ça participe aussi de l'expérience de ce qu'est l'école pour beaucoup de ces élèves-là. Mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution et ils le savent. Ils le savent. Donc cette idée de... Aujourd'hui, quand même, quel est le meilleur lieu de formation des employés, des ouvriers de demain? Ça, c'est une question qui traverse tout notre système éducatif. Vous êtes bien placés pour le savoir. L'école, l'entreprise, les deux. On voit bien les réformes actuelles. Il ne suffit pas de mettre un jeune dans une entreprise pour que les choses fonctionnent. Par contre, mettre un jeune dans une entreprise, quelquefois, ça peut être l'opportunité, non pas parce que c'est l'entreprise, mais parce que le jeune se prête finalement parce que le jeune rencontre un adulte dont il reconnaît que cet adulte, finalement, parce que c'est ça l'adolescence, c'est quitter les habits de l'enfance, remettre en question ce qui s'est passé dans la famille, sous réserve de trouver des adultes dont on estime qu'ils ont une place dans la société. C'est pas n'importe quel adulte qui peut permettre à un enfant, finalement, un adolescent de s'appuyer sur ce qu'il propose pour y loger un désir qui lui appartient, qui n'est peut-être pas celui que vous avez envie, mais en tout cas, il faut rencontrer des professionnels qui permettent à chacun de se loger là où ils le peuvent. Merci. Je crois qu'on va rester sur ces mots. Alors, j'ai la dure tâche de prendre la suite que je vais proposer. C'était pendant que je vais vous dire quelques mots, et en sachant qu'en plus j'ai des petites choses un peu techniques à vous dire, eh bien c'est de proposer à l'équipe des JNE de petit à petit venir se rassembler avec moi, et on va les applaudir au passage. Les filles, faites pas semblant de ne pas entendre, elles rangent déjà. Mais vous avez voilà, je vais dire quelques mots et vous avez le temps de venir, mais voilà, tout doucement. Et aussi à une tierce personne, je vais laisser un suspense pour pas que vous sachiez qui c'est, mais j'espère qu'elle se reconnaît. Oui? Oui, voilà, elle se reconnaît. Alors, quelques mots. D'abord, merci d'avoir été là, merci d'être au rendez-vous. Par contre, on ne parlera pas de la soirée festive, parce que ce qui se passe à la soirée festive reste à la soirée festive. Je dois vous donner les résultats de l'élection. Officiellement, il y avait 184 votes exprimés, un bulletin nul. Et donc, Isabelle Frein rejoint le CA de la PsyEN avec 182 voix. Ève Goderniot reprend pour 4 ans à la PsyEN avec 182 voix. Lionel Le Gruec reprend aussi pour 4 ans à la PsyEN avec 182 voix.
Ma collègue et amie Florence Pagès, qui nous avait quittés, reprend pour 4 ans à la Cienne avec 183 voix. Ada Ramoun, la brillante commissaire générale des JNE d'Arles, rejoint le CA avec 182 voix. Et Karine Terrade reprend un mandat de 4 ans à la CEN avec 182 voix. Pour les autres membres, étant donné que nous renouvelons notre CA par moitié tous les 2 ans, on vous demandera de revoter dans 2 ans. Suite à cette nouvelle élection au sein du CA, nous allons nous retrouver en conseil d'administration début novembre normalement, et là nous élirons un nouveau bureau, donc il y aura peut-être du changement. Alors, quelques mots quand même, ça fait du bien, et hier soir, quand même, voilà, une collègue me disait, entre 2 pas et voilà, plein de choses, elle me disait, ça fait du bien de se sentir dans un corps. C'est joli, c'est joli. Mais elle a continué. Mais c'est pas comme ça, alors je suis pas sûre qu'elle l'ait dit entièrement comme ça, mais c'est pas comme ça tous les jours au CIO. Voilà. C'est pas tous les jours comme ça en équipe. Alors moi j'ai envie de vous dire, là on était 10% de la profession. Ouais, c'est pas mal. Si on est 10% là à avoir ressenti quelque chose de cette appartenance, d'être dans un corps, eh bien ces 10% ils vont retourner, voilà, auprès de vos collègues, dans les CIO. En tout cas, on est ce corps, on est au moins 10%, au moins, parce que on est plutôt 10, 20, voilà, selon les années en tant qu'adhérent à la CIO. Et puis donc, si vos collègues ne se sentent pas appartenir à un corps, ou alors se sentent seuls dans ce corps, ben, vous pouvez leur dire, il y a la CIO qui existe. Il y a aussi d'autres organisations qui existent, syndicales, associatives, mais qu'en tout cas, il ne faut pas rester effectivement seul et qu'il y a des espaces pour trouver des réponses ou en tout cas des possibilités de débat sur plein de questions professionnelles. Comme ça a été dit notamment ce matin par la présentation en clinique de l'activité, beaucoup de choses, c'est délétère si on les vit comme un problème personnel, alors qu'en fait, c'est des questions de métier et qu'il faut pouvoir en débattre. Sur ce, j'essaye de faire court, c'est dit. Je vous propose donc de vous projeter dans l'avenir et en même temps que l'espace, que les collègues des JNE de Rennes montent sur l'estrade, et bien de donner la parole, sans plus de suspense, à Éléonore. Merci. Alors, les JNE 2026, alors comme c'est la fin de la journée, on va faire ça sous forme de jeu avec quelques indices. Et j'espère que vous allez deviner où vous êtes attendus dans un an. Alors, déjà, nous sommes 2 équipes très motivées, 2 CIO. Pour l'année prochaine, à la frontière de 2 départements. Donc, peut-être que certains sont dans la salle, peut-être que vous connaissez certains collègues. Ça vous donnera déjà quelques indices, peut-être de la région dans laquelle nous serons l'année prochaine. Des collègues, vous voyez, tout à fait souriants et détendus pour vous accueillir l'année prochaine. Nous sommes très compétents pour vous accueillir dans les meilleures conditions. La tireuse à bière est prête. Nous sommes très compétents en barbecue, puisque nous l'avons déjà expérimenté en juin dernier lors des journées régionales d'études. Nous avons plein d'idées en tête. Alors, beaucoup de choses à construire aussi, puisque en fait, ça fait 2 jours, ça fait seulement depuis 2 jours que nous savons que nous allons vous accueillir l'année prochaine. Donc, voilà, on va passer les prochains mois à parler rétro-planning. Des maisons colorées, ça se précise un petit peu, un marché de Noël célèbre, ville natale de Frédéric Auguste Bartholdi, qui est sculpteur de la Statue de la Liberté. Alors on va aller vers des termes un peu techniques, vous allez vous exercer pour l'année prochaine.
Donc, si vous avez envie de boire un Gewürz, si vous avez envie de manger une bretzel ou un petit morceau de kouglof, où pourriez-vous vous rendre l'année prochaine? Destination Colmar. Voilà. Et là, vous voyez mes collègues, donc, qui seront le CIO de Célestat, où je travaille, et le CIO de Colmar, voilà, qui sont OK pour participer à cette aventure. Et donc là, j'ai écrit, parce que mes collègues de Célestat ne sont pas là au JNE avec moi, je leur ai écrit pour dire, vous êtes OK, vous êtes partants pour organiser ça avec moi. Et voilà leur réponse, ils ont déjà trouvé un QG à Colmar. Voilà, donc à l'année prochaine. Voilà, merci. Des pistes pour 2027, en sachant que 2027, eh bien, notre corps aura déjà 10 ans. On l'a pas vu grandir. Et pour terminer, donc, on va, je prends un tonnerre d'applaudissements pour nos collègues de Rennes. Mais il est tellement partagé de vous voir là tous encore ce soir. C'était un plaisir. Tout était un plaisir. C'est ce que je disais au début, ça a été fait, je dirais plutôt joyeusement en fait. Très joyeusement même. Donc à l'année prochaine. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. J'ai même peur. Il dit oui à ce qu'il aime. Alors, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend. Et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur.